Élue dans Lévis en 2003, Carole Desberges fut ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine dans le cabinet Charest. Avant la politique, Mme Desberges a occupé plusieurs postes dans le domaine des communications publiques, parallèlement à une implication sociale très active. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, Mme Desberges. Bonjour. Une autre mesure que vous avez stimulée, c'est celle de plus grand nombre de femmes dans des conseils d'administration, entre autres dans les sociétés d'État. Et là, c'était une politique gouvernementale. En fait, à l'origine même, c'est Jean Charest, qui est c'est le premier ministre à ce moment-là, qui en a parlé rapidement parce qu'on on en parlait au Conseil des ministres lors des nominations. Puis on se disait de quelle façon on peut le faire, parce qu'à ce moment-là, il faut se rappeler qu'il y avait des discussions. Par exemple, la France a établi des quotas, les pays Finlande, Norvège, précurseurs aussi, ont des quotas dans les entreprises et tout. Et nous, on se disait, on ne veut pas aller vers ça, pas par des quotas obligatoires, mais par contre, il faut en même temps donner un petit coup de pouce à ça si on veut que ça avance, parce que les habitudes vont rester. On le voyait, nous, dans les nominations qu'on avait entérinées à chaque semaine au Conseil des ministres, des secteurs où il y avait vraiment une possibilité de nommer des femmes qui ne les nommaient pas par, je dirais peut-être par paresse ou par méconnaissance ou juste par habitude, tout ça. Alors, c'est M. Charest qui a dit on va l'obliger dans ce qu'on gère directement, nous autres, nos sociétés d'État, nos organismes. C'est comme ça que ça a parti. Michel Audet, aux finances, l'a intégré aussi dans sa politique de bonne gouvernance. Je l'ai intégré dans la politique d'égalité pour être sûr qu'on puisse suivre ce phénomène-là et en rendre compte. Et ça porte ses fruits. Ça porte des fruits. Parce que ce qui était drôle, c'est que une fois que ça s'est adopté, qu'on en parle dans les journaux, un journaliste à un moment donné m'approche, ça n'était pas encore approuvé en Chambre, on était en finale de commission, tout ça. Il me dit, vous allez approuver ça, mais êtes-vous sûr qu'il y a assez de femmes pour remplir les mandats? J'avais répondu en latin, shame on you, parce que je trouvais ça a sorti tout seul, parce que j'en revenais pas qu'un homme de mon âge, vis-à-vis moi, de me dire ça aujourd'hui, on était à ce moment-là en 2006, voyons donc, c'est sûr qu'il y a amplement de femmes. Il faut aller peut-être les chercher un peu plus loin parce qu'ils sont peut-être moins connus, mais il y en a beaucoup de femmes comme ça. Est-ce que vous aviez toujours l'appui indéfectible des groupes de femmes ou s'il y avait de la crainte dans leur groupe? Je pense que c'est dans leur ADN de s'inquiéter, malheureusement. Souvent, je leur disais, puis je l'ai dit vraiment, comme je vous le dis, aidez-moi à vous aider, parce que si vous êtes toujours contre moi sur la place publique, moi, j'ai plus de pouvoir pour aller chercher négocier soit des fonds, négocier des applications ou des articles dans des politiques qui vont aider vos causes, puis nos causes, les causes qu'on défend. Aidez-moi à vous aider. Pourquoi on donnerait à quelqu'un qui, même lors du dépôt de la politique d'égalité, je me souviens, c'était accompagné, on avait confirmé tous les fonds qui étaient déjà dans les programmes, mais on avait ajouté 14 millions. Et là, un des éléments qui était ressorti, les groupes auraient voulu avoir, par exemple, 20 millions. Bien là, je dis, pourquoi dire ça là? On a une politique d'égalité sur laquelle on a travaillé ensemble, qui est souhaitée depuis des années. Et là, pourquoi on fera un autre tantôt, on ajoutera de l'argent. Là, on répond à nos besoins, comme ça. Vous avez aussi, à la Condition féminine, promu même un plan d'action de 5 ans pour contrer la violence conjugale. Et ça, c'est un gros morceau. Qu'est-ce que vous apportiez de différent, de nouveau, de meilleur pour la société? En fait, cette politique-là a été co-signée par 8 ministres du gouvernement à ce moment-là, qui touchaient tous les secteurs qui étaient impliqués dans ces programmes, soit de prévention, de dépistage, d'intervention au niveau de la violence conjugale. Alors, on parle de ministère de la Justice, par exemple, parce qu'on avait à ce moment-là établi que la violence conjugale peut être cause de résiliation de bail. Ça fait toute la différence, ça, parce que
si on se ramène un peu en arrière, lorsqu'on parle d'autonomie des femmes, l'autonomie financière est importante, puis la sécurité. Quand une femme subit de la violence qu'elle ne peut pas quitter sa maison parce qu'elle n'a pas d'argent, puis elle ne peut pas quitter son appartement parce qu'il y a un bail en cours, elle n'a pas d'argent, elle ne sait pas où aller, souvent, elle va retarder son départ. Et là, évidemment, la violence continue à s'enchaîner. Comment on peut mieux intervenir? Lorsque la personne peut quitter son logement rapidement parce qu'elle subit de violence puis elle décide de quitter, c'est une cause de résiliation de bail. Elle n'a pas cette préoccupation financière. En même temps, on parlait aux gens de la sécurité civile, du ministère de la Sécurité civile, pour que les policières soient formés pour mieux soutenir ces personnes-là. Ensuite de ça, l'emploi de solidarité sociale pour que toutes les prestations d'assurance chômage adaptent certains programmes. Et il y avait le ministère de la Santé et des Services sociaux, l'immigration. Alors, immigration pour aller dans des secteurs où il y a des cultures différentes aussi. Alors, tout ce plan-là touchait des différents secteurs avec des outils d'intervention modulés en fonction de ce qui avait été dépisté. Puis on a aussi fait la promotion de la déclaration de la violence, en fait, parce qu'il fallait que la population en général soit éveillée, sensible, voit les signaux. Si ça se passe chez vous, autour de vous, parfois dans votre famille, qu'est-ce que vous faites? Comment vous le faites? Alors, il faut vraiment sensibiliser pour qu'il y ait ce soit tolérance zéro vis-à-vis de la violence. Alors, c'est tout ce programme-là qui s'est mis en place pour soutenir aussi les organismes qui accueillent les personnes. Et on a même, on se rappellera à ce moment-là, lorsqu'on a présenté la politique, les groupes masculins étaient avec nous aussi. Parce qu'évidemment que, statistiquement parlant, les femmes sont majoritaires, subissent majoritairement la violence conjugale. Il y a aussi des hommes, puis il y a des hommes qui sont violents. Puis, on avait bien trouvé ensemble qu'il fallait le travailler ensemble. Et tous les groupes impliqués étaient aussi d'accord avec nous, comme ça. Mais ce chemin-là s'est rendu même jusqu'aux Nations unies. J'avais été invitée à l'ONU à l'occasion du Grand colloque international de Beijing +10. On se rappellera qu'en 1995, à Beijing, il y avait eu une déclaration, une signature des chartes pour défendre les droits des femmes et promouvoir, dans le fond, la non-violence aux femmes et aux enfants. Alors, il fallait les rendre compte et co-signer pour la prochaine étape. Et à ce moment-là, il y avait eu 3 points marquants de ce séjour-là. Premièrement, le lancement de ce grand colloque à l'ONU dans la salle que tout le monde connaît. C'était très impressionnant. Par la suite, il y avait un volet francophone à l'événement. Et là, le Canada avait cédé son droit de parole au Québec pour présenter tout ce qu'on faisait au Québec au niveau de la promotion des droits de la femme, de la prévention de la violence et la conciliation travail-famille. On avait tout présenté ça au groupe francophone. Et le 3e point, c'est que j'avais été demandée pour faire partie d'un panel avec le représentant de l'UNESCO, la ministre de la Famille et Conditions féminines du Mali et moi-même pour faire une présentation des mesures que le Québec avait mis en place. Et là, il s'est passé quelque chose de vraiment, j'appelle ça moi, des moments magiques dans la vie, c'est on m'avait dit, il y a plusieurs conférences simultanées cet après-midi-là, et prévoyez environ une vingtaine de personnes, et si vous avez 20-25 personnes, ce sera un beau succès pour le choix du sujet et tout. Alors là, on arrive, on s'installe, et là, les gens commencent à arriver. C'est une salle qui pouvait compter peut-être 100 personnes. Elle était remplie à pleine capacité, et les femmes se sont assises par terre. J'en avais assise par terre devant moi tout le long. Là, à un moment donné, la sécurité est arrivée parce que là, il fallait en faire sortir à cause de la climatisation, tout ça. Mais on a fait une rotation parce que les gens qui attendaient en ligne pour entendre ce que les 3 représentants avaient à dire. Et là, il y a eu un échange très convivial et on aurait pu, à un moment donné, quand certains pays d'Afrique, certaines représentantes, plusieurs ministres des pays d'Afrique étaient venus nous rejoindre, et certaines représentantes ont parlé des conditions de vie dans leur pays, on a entendu une mouche voler, là. Ça a été émouvant. C'était vraiment extraordinaire. Dans le dossier toujours de la condition féminine, en fait, votre responsabilité de ce secteur-là, vous avez déploré l'hypersexualisation des jeunes. Les jeunes libéraux aussi avaient fait une recommandation à ce sens-là d'imposer en quelque sorte un costume dans les écoles. Est-ce que vous étiez favorable à ça?
On est en 2006, à ce moment-là, 5-6. Vraiment, il y avait une recrudescence partout, que ce soit sur le web, dans les journaux, que ce soit dans les clips, tout ça. Et il y avait une préoccupation surtout de plusieurs organismes, femmes, oui, mais beaucoup de parents et d'inquiétudes. Puis on dit comment on gère ça. La mode était aussi à travers, évidemment, le vêtement est très important. Et on avait dit dans notre politique qu'il faut promouvoir des modèles égalitaires. Ça passe entre autres par ça. Les jeunes libéraux, lors du Congrès des jeunes, voulaient l'amener comme sujet. J'étais tout à fait d'accord. Dans le fond, pour lancer le débat. L'objectif était beaucoup plus de lancer le débat puis en faire discuter par des jeunes que d'arriver automatiquement à une solution, dire les costumes dans les écoles. Mais ça a amené le débat sur la place publique, ça a fait parler et ça a aussi généré des actions. C'est un gros débat qui n'est pas terminé, mais qui a fait son bonhomme de chemin. Et que la situation s'améliore? En partie, probablement que la mode, parce que le milieu de la mode a embarqué beaucoup. Si je me souviens, ma collègue Christine Saint-Pierre, qui était ministre de la Condition féminine après moi, a fait vraiment, elle, tout le volet pour faire en sorte que le milieu de la mode se positionne puis soit sensibilisé. Dans les responsabilités que M. Charest vous a confiées, il y a aussi les aînés. Oui. Sans couvre large. Plus qu'on pense même. Est-ce que vous avez établi là aussi un plan d'action pour les personnes un peu plus âgées? Oui, en fait, le mandat s'est terminé avec un plan d'action pour les aînés actifs. Mais au départ, lorsqu'on m'a nommé responsable des aînés, je me suis demandé à qui exactement je m'adresse. Et dans les jours qui ont suivi, je me souviens, les semaines, j'étais à Murdochville lors de la journée des aînés, puis je leur contais que je me suis dit, c'est à quel âge un aîné aujourd'hui? Est-ce que c'est 80? Est-ce que c'est 60? Entre 60 et 90 ans, parce que les gens vivent de plus en plus vieux, de plus en plus en forme, mais il y a de l'intergénérationnel dans les aînés aussi. Et ça, c'était une notion qui n'était pas très présente à ce moment-là, parce que quelqu'un qui a 60 ans aujourd'hui, par exemple, a certainement ses parents. D'accord. Et il peut prévoir vivre, lui, jusqu'à 90 ans, peut-être, dépendant de si tout va bien. Alors, entre 60 et 80, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, mais alors, ces gens-là s'occupent de leurs parents, s'occupent de leurs enfants, ont leur vie à mener. On doit mettre en place des mesures qui répondent autant à quelqu'un qui a 60, 70, 80, 90, et il y a de plus en plus de centenaires, mais si on se tient dans ça, on a 35-40 ans à couvrir dans les mesures lorsqu'on est responsable des aînés. Ce qui a été nouveau à cette époque-là, c'est de traiter le sujet comme des aînés actifs et en forme, ce que sont la majorité des aînés. Parce qu'ils ne sont pas tous malades, même s'ils marchent moins vite, comme ils me disaient eux-mêmes, même si ils sont quand même en santé et en forme, ils veulent encore travailler parfois, contribuer à la société de différentes façons, rester chez eux tant que faire se peut. Les préoccupations étaient-elles les mêmes en région éloignée, même dans le Grand Nord qu'en ville? Non, en fait, de base, on peut dire que oui, dans un certain sens. Le bien-être, assurer la sécurité, puis un environnement confortable ou répondant, ça, c'est commun à tout le monde. Dans ma tournée, j'ai fait le nord du Québec, à Coudjouac, dans les communautés autochtones, Cris et Inuit. Et là, il y a d'autres préoccupations, c'est d'autres valeurs aussi, et d'autres d'une communauté, mais en même temps, le besoin à la base est le même, créer un environnement qui est sécuritaire pour nos gens âgés, qui est stimulant pour nos gens âgés quand ils veulent continuer à contribuer, et faire en sorte que les règles ou les programmes, que ce soit municipaux ou provinciaux ou fédéraux, puissent s'adapter à tout ça aussi, être modulés. Alors, c'est pour ça que quand on fait des ententes, par exemple, j'avais signé à ce moment-là une entente avec le fédéral encore pour Nouveaux Horizons, pour des programmes d'activité pour les aînés actifs, et ça à travers tout le Québec. Vous étiez d'abord et avant tout député de Lévis. Oui. Et député de Lévis, il y avait aussi des gros dossiers, dont celui qui revient périodiquement, la survie du chantier maritime. Oui. Est-ce que vous avez contribué à sa survie? Évidemment, c'est toujours une question de mise de fonds, de financement, d'expertise également. Et on avait convenu avec mon collègue de l'Industrie, Commerce, Développement économique, devrais-je dire, de soutenir la relance avec une garantie de prêt pour permettre aux groupes qui cherchaient un acheteur de poursuivre tout ça.
Alors, on avait fait ça en collaboration avec le fédéral également. On avait donné un autre souffle au chantier. Évidemment, la suite des choses n'a pas été aussi positive après, mais au moins à cette étape-là, on avait sauvegardé certains emplois, l'équipement qui est important et la mission, dans le fond, de cette organisation-là, parce que c'était pour les gens de Lévis, c'était pour la région, et pour le Québec, c'est important d'avoir un chantier naval à l'endroit où il est. Vous parliez du fleuve. Il y avait aussi le projet d'un port méthanier, pas loin de Lévis. Est-ce que ce débat-là, qui avait des opposants aussi, vous a suivi jusqu'en campagne électorale? C'est un dossier qui était très chaud à ce moment-là, effectivement, mais moi, j'ai toujours eu la même position, dans le fond. C'est qu'il faut que ce soit un projet qui soit acceptable, qui soit rentable pour le Québec, acceptable pour les gens de la région et qui ait sa raison d'être. Alors, on peut se permettre de creuser, d'aller voir un peu plus. Mais il ne faut pas juste dire non du revers de la main. Il faut connaître les implications. Il faut prendre le temps de s'informer et d'informer. Et on était à cette étape-là, à ce moment-là. Il y a des projets, par contre, des dossiers qui ont connu une fin heureuse. Celui qui nous vient à l'esprit, c'est le Centre des congrès de Lévis, mais il y en a eu bien d'autres aussi. Oui, à Lévis, je vais vous dire, en campagne, en 2003, je me souviens que c'était un dossier qu'on m'avait présenté comme étant dans un débat de la Chambre de commerce, entre autres, dire c'était important. Et là, j'ai dit, vous parlez à une convaincue, j'avais été tellement impliquée en tourisme d'affaires. Ma famille vient du milieu de l'hôtellerie. Alors, tout ça combiné, puis les besoins criants pour la région. On n'avait pas vraiment de salle pour accueillir dans une municipalité aussi importante que Lévis sur la Rive-Sud, puis qui desservait une si grande région. Alors, j'ai parlé à une convaincue, je m'engage à avoir un centre des congrès. Ça s'était beaucoup parlé avant que j'arrive en poste, mais il n'y avait jamais rien avait été fait de concret pour arriver, parce qu'il fallait trouver les fonds, parce que ça se résume souvent à ça. Le besoin est là, il y a des appuis, mais là, il faut trouver les fonds. Qui a les fonds au gouvernement? De quelle façon on peut allier les deux paliers, parce que fédéral-provincial. Alors, moi, j'en avais fait un dossier régional disant que ça va desservir toute la région de Chaudière-Appalaches, parce que j'étais aussi ministre responsable de Chaudière-Appalaches à ce moment-là. Honnêtement, ça a été exceptionnel parce que dans ce dossier-là, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral ont mis 4 millions chaque seulement. Et la Ville a mis l'équivalent en services et en infrastructure pour accueillir le centre des congrès. Le promoteur du centre des congrès s'est allié avec une chaîne hôtelière et un restaurant, et c'est ça le projet. Et c'est ça qui a eu un effet de levier extraordinaire pour la région de Lévis et pour le secteur où c'est situé, le quartier Mycéo qu'on appelle. Et tout ça pour un investissement de 4 millions. C'est incroyable. Et puis, on a un très bon investissement et ça a développé le secteur. Juste à côté, vous avez le campus de l'Université du Québec, Rimouski, campus de Lévis, qui est là également, qui accueille des milliers d'étudiants annuellement, qui est à pleine capacité, qui est juste à côté. Beaucoup de résidentiels et d'autres commerces se sont développés autour. Alors, ça a eu un effet de levier extraordinaire. Il y a également tout l'investissement pour l'urgence de Lévis et d'autres services. Il y a le service hyperbar et tout. Et quand on annonce ces projets-là, c'est qu'il y a beaucoup d'étapes. Parce qu'une fois qu'on donne le go comme gouvernement de dire on y va, alors là, c'est des étapes de plan et de vie, de revision. C'est qu'à partir du moment où on dit oui, ça prend en général 6 ans avant d'ouvrir la porte aux premiers patients dans ces dossiers-là. Quand vous vous êtes présenté en 2003, à votre première élection, vous aviez un plan d'action pour votre mandat de député, pour votre circonscription. Est-ce que vous avez pu réaliser pas mal tout ce que vous aviez en tête? Oui, j'ai non seulement tout, mais plus aussi. Parce que moi, je m'étais dit, je suis élue, c'est un choix de la population. Dans 4 ans, est-ce que je le serai encore? On ne sait pas, mais je veux m'assurer, moi, d'avoir réussi en 4 ans à livrer ce que je me suis engagée à faire plus, évidemment, si possible, mais être capable de dire au bout de 4 ans, j'ai fait ce que j'avais promis de faire et j'ai travaillé avec vous, gens de la région de Lévis, pour faire avancer vos dossiers. Et vraiment, tous les dossiers qu'on avait prévus ont été réglés. Et même plus. Il y a le dossier du Patro de Lévis qui est arrivé en cours de route pour une réorganisation non seulement de l'immeuble, mais également réorganisation dans le regroupement d'organismes communautaires de Lévis. Le Patro de Lévis est maintenant localisé dans l'ancien monastère des Augustines sur la rue Saint-Georges. Et ça, c'est arrivé comme une opportunité. Les Sœurs des Augustines ont décidé de fermer leur couvent.
Et là, il y a eu une levée de fonds populaire extraordinaire. Dans quelques mois, on a ramassé tous les fonds. Là, je vous résume évidemment ça, mais les fonds pour faire en sorte que le patro de Lévis puisse aller s'installer là, dans un couvent qui est immense, avec une cour complètement clôturée d'un mur de ciment, comme on peut penser dans un monastère, mais qui sert tellement aux jeunes maintenant. Et on a regroupé là tous les organismes communautaires qui avaient des petits locaux un peu partout. La Ville avait accepté à ce moment-là de défrayer tous les frais de chauffage d'électricité pendant plusieurs années pour faire des loyers modiques pour ces organismes-là, qui puissent partager l'administratif. Et ça a été vraiment un coup de maître qui a été mené avec beaucoup de monde dans la région de Lévis, des donateurs privés, des donateurs corporatifs. Le gouvernement fédéral a mis de l'argent. Nous avons mis de l'argent aussi. Il y avait, avant ça, on entendait les cloches et les religieuses chanter. Maintenant, c'est les enfants qui crient dans la cour et qui s'amusent. Vous vous êtes représenté aux élections de 2007. Est-ce que vos concitoyens ont tenu compte de ce que vous aviez fait ou s'ils vous ont jugé pour d'autres considérations? En fait, quand on gagne ou on perd une élection, il n'y a pas juste une raison. Hein. Il y a plusieurs raisons, puis c'est toujours surprenant. En 2007, en fait, c'est que les gens, si on se rappelle, l'ADQ montait au Québec et ça a été un balayage de l'ADQ. En fait, les gens voyaient Mario Dumont dans leur soupe partout. Alors, ça a été ça. Plusieurs comtés de la région ont été balayés par l'ADQ, dont moi. Alors, les gens ne tiennent pas compte, je dirais malheureusement, du travail qui s'est fait. Ne tiennent pas compte non plus du programme que l'on présente. Vont voter généralement contre quelque chose. Et ça peut être contre le parti, contre le chef qui est plus visible, contre un élément, mais c'est tout ça mêlé. Il suffit au dernier sondage. Si vous me le demandiez, moi, j'arrêterais les sondages au moins 15 jours avant les élections parce que je trouve que ça biaise complètement. Parce que les gens s'informent pas beaucoup en fait, des tenants et aboutissants des programmes, de tout ça. Puis, en général, je dirais en général, évidemment, il y a des gens qui s'en occupent beaucoup, mais il y a plusieurs personnes vont voter un petit peu sur le feeling des derniers jours, des derniers moments, à moins d'un mécontentement extraordinaire, là. Mais alors ça, c'est dur. Puis c'est dur pour les représentants dans chaque comté, hein, que ce soit moi ou d'autres, parce que moi, les députés que j'ai côtoyés croient au métier qu'ils font, croient à l'apport dans leur comté, dans leur société, aiment ce qu'ils font et le font avec beaucoup de cœur, avec les bonnes valeurs. Moi, je me souviens dans Lévis comment j'aime beaucoup la concertation, le travail en équipe. Alors, j'ai mis ensemble des gens d'organismes qui ne se voyaient pas nécessairement beaucoup avant, qui ne travaillaient pas ensemble, mais dont moi, je voyais la complémentarité parce que j'avais comme un œil au-dessus de tout ça. Puis, je les assoyais ensemble. Puis ça, on a fait beaucoup de beaux jumelages comme ça dans la région. À ce moment-là, tout ce qu'on fait est plus efficace, évidemment, pour les organismes. J'étais une députée et une ministre très présente dans le comté, dans la région, sur la place publique, mais rendu à une élection, ça compte plus. Justement, vous aviez un plan de 4 ans, mais je n'ai pas eu l'impression de faire un mandat de 8 ans en 4 ans. Ah, je voulais le dire parce que le mandat que j'avais au ministère de la Famille, là, ça a été énorme de travail. Puis j'ai tellement travaillé, on a tellement travaillé, les gens du ministère aussi. J'ai œuvré une loi des services de garde revampée, une politique pour aînés actifs, une politique d'égalité, des ententes, des tournées à travers tout le Québec continuellement, et dans le comté, beaucoup de travail aussi, puis dans la région. Je vais vous dire vraiment, là, ça, c'est une combinaison, évidemment, comme je dis, des attentes et puis de ce qu'on voulait livrer, mais en même temps, ça demande beaucoup. Moi, je suis une grosse travaillante aussi. Alors, je voulais être prête, je voulais faire tout ce qu'il y avait à faire et bien le faire. Je me souviens, des amis me disaient, est-ce que tu prends du temps pour toi? Est-ce que tu gardes du temps pour toi? Mais j'avais l'impression de ne faire que ça, me faire plaisir, dans le fond. Être aux premières loges pour poser les bons gestes, aligner des choses qui vont se livrer plus tard, faire en sorte que les gens puissent travailler ensemble, être capable d'obtenir des fonds pour ma région puis mon comté aussi, parce qu'on se partage une pointe de tarte, tous les députés. J'avais l'impression de ne faire que ça, me faire plaisir, dans le fond, pour faire plaisir aux autres. Ça a pris fin après un mandat. Est-ce que vous avez décidé à ce moment-là que la politique active, la page était tournée à tout jamais?
Je suis pas capable de dire à tout jamais, parce que je trouve que la vie, à la fois, amène trop de belles surprises ou d'opportunités, tout ça. Mais en même temps, je suis pas retournée en 2008 parce que, enfin, j'ai choisi ma famille et ma vie à moi, et parce que c'est très demandant. Malgré que c'est très enrichissant, stimulant, c'est des heures incroyables, continuellement, dans un comté comme Lévis, qui n'est pas un comté sûr, dans un ministère comme j'avais, qui est à clientèle directe et exigeant, pour lequel j'ai donné beaucoup. Et parfois, on me demandait qu'est-ce que ça prend pour être une bonne députée ministre. La première chose, je disais, ça prend une bonne santé. Dans ça, tu ne passes pas à travers. Après avoir quitté la politique active, vous êtes allé à la CSST. Oui. Ça devait être pas mal plus tranquille comme bien, c'est travail. sûr, c'est un autre mandat, mais un mandat en même temps qui résumait tout ce que je savais faire et aimais faire. L'administration, les communications et relations publiques. Alors, tout ce que j'avais fait dans les 20 ans avant me servait, là. Et j'avais une belle équipe aussi. Évidemment, on est comme en deuxième ligne ou en troisième ligne, là, mais c'était bien comme ça aussi. Vous avez continué à vous intéresser et même à participer activement à des organismes communautaires ou autres dans votre région. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez besoin de faire? J'ai toujours dit, moi, quand la vie est bonne, il faut redonner aux autres. C'est ma maxime longtemps. Puis, j'ai beaucoup d'énergie aussi, mais en même temps, s'impliquer, je trouve ça autant enrichissant pour moi que pour les organismes, dans le fond, avec lesquels je travaille, parce que je peux amener le plus que moi j'apporte, soit en communication ou en vision plus transversale, tout ça, ou en énergie, en tout cas. Puis, alors moi, je me suis toujours impliquée depuis que j'ai 15 ans. Alors, j'avais gardé des liens à travers le temps, mais là, je suis revenue avec le Cercle des administrateurs de société, où je suis administratrice également, avec également le Femmes Essor. Femmes Essor, c'est un regroupement qui est à travers toutes les régions du Québec pour promouvoir l'entrepreneurship au féminin, sur lequel j'avais travaillé bien avant d'être ministre également. Et alors, ils ont fait un cercle des ambassadrices pour soutenir, dans le fond, ces groupes-là. Ce que vous avez fait pour l'avancement des femmes, on l'a reconnu, entre autres, le YWCA qui vous a rendu hommage en 2010. Exactement. En 2010, j'ai reçu le prix Avancement de la femme, puis ça, c'était pour reconnaître l'ensemble de la carrière au service de la promotion des droits et promotion des regroupements de femmes aussi, et tout ce que j'avais fait, tant professionnellement que bénévolement, par la place que j'avais occupée sur la place publique, par l'inspiration que j'ai été pour certaines personnes, ce qu'on me dit, je rapporte ce qu'on disait, et par les gestes que j'ai faits en tant que ministre également, qui ont permis, évidemment, et qui vont permettre des avancées encore au regroupement. Vous avez quand même gardé un lien avec la politique, avec l'Assemblée nationale, avec l'amicale, par le biais de l'amicale des anciens parlementaires. Qu'est-ce que vous avez comme projet, comme plan d'action là aussi? Bien, moi, j'ai joint l'amicale dès 2008 parce que, comme vous le disiez, ça me permettait de garder contact avec le milieu parlementaire, d'être ici régulièrement, puis aussi de contribuer, dans le fond, à parler des parlementaires et du parlementarisme de façon positive. Alors, l'amicale, c'est un groupe, une amicale, comme le nom le dit bien. Ça regroupe les anciens parlementaires qui viennent là pour se revoir, discuter. Aussi, il y a des services pour les parlementaires lorsqu'ils quittent la vie publique pour les soutenir si besoin. Ça a été mis en place également. Et faire en sorte que les gens reçoivent régulièrement des nouvelles de la vie de leurs collègues, de leurs ex-collègues, se rencontrent annuellement en mai aussi. Et c'est une amicale qui va fêter 20 ans en 2014, exactement. Alors, il y aura des festivités particulières et on va démontrer et inviter les gens du public à venir voir différentes, par exemple, une exposition, il y aura de la documentation, il y aura sur le web ou de visu qui vont être disponibles pour les gens pour mieux comprendre peut-être ou apprécier le travail des parlementaires. Parce que c'est dans les dernières années qu'on vient de passer, c'est un travail qui a été écorché un peu. Et lorsqu'on revoit les parlementaires et qu'on comprend, on en parlait tout à l'heure, l'énergie, le temps, la générosité aussi de leur famille autour à faire avancer, à maintenir un milieu démocratique dynamique, je pense qu'il mérite aussi d'avoir une certaine reconnaissance. Et les festivités du 20e vont être aussi dans ce sens-là. Merci beaucoup, Mme Théberge. Merci à vous.